Fini le monopole de la SNCF, un Big Bang sur les rails se prépare avec l'arrivée de la concurrence. Après 82 ans de règne sans partage, la SNCF va devoir faire de la place à d'autres trains. Alors, quels avantages pour les usagers? Y a-t-il également des inconvénients? La réponse ce soir avec notre invité. Bonsoir Gilles Dansart. Bonsoir. Vous êtes directeur de Mobilettre, une lettre professionnelle dédiée à toutes les formes de transport et donc vous connaissez particulièrement bien le train. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, l'a annoncé hier. Ça y est, les trains de banlieue concurrents de la SNCF vont débarquer d'ici 3 ans. Ces arguments, les trains vont enfin arriver à l'heure et les coûts vont enfin baisser. Est-ce qu'elle a raison, Gilles Dansart? Si c'était aussi simple, je pense que tout le monde voterait pour une telle solution. Il y a 2 préalables à ce que la concurrence apporte aux passagers un meilleur confort et une meilleure régularité. Premièrement, que les investissements dans l'infrastructure soient suffisants, parce qu'un concurrent privé ne fera pas mieux que la SNCF si l'infrastructure, c'est-à-dire les rails, la signalisation, l'alimentation électrique ne sont pas au niveau. Et le deuxième préalable, c'est qu'il y ait aussi une organisation en amont de cette concurrence, du fait qu'il puisse y avoir plusieurs opérateurs sur le réseau, que cette organisation soit optimale, bien prévue par les textes, aussi bien d'un point de vue technique, réglementaire, organisationnel, que du point de vue social, pour qu'il n'y ait pas de dumping et de mauvaises conditions d'exploitation de ces trains. Et oui, vous parlez de la vétusté du réseau, parce que c'est vrai que de plus en plus de trains arrivent en retard. On a ces chiffres qui empirent quand même chaque année. 12% des TER qui sont en retard, 25% des trains intercités. Ça ne va pas changer. Alors, ces chiffres mêlent effectivement des dégradations, puis aussi des améliorations, parce que ce sont des moyennes. Donc il y a des endroits où ça se passe mieux, parce que justement, il y a eu des investissements, il y a eu des efforts dans la production et dans l'organisation. Mais il est vrai que globalement, il y a encore trop d'insuffisances, trop de trains en retard et trop de souffrance pour les voyageurs. En Allemagne, le marché est ouvert depuis plus de 10 ans. Les prix des billets est moitié moins élevé qu'en France. Est-ce que c'est l'assurance que les prix vont baisser aussi chez nous? Alors en Allemagne, ça fait depuis encore plus longtemps. C'est un peu après leur réunification que les Allemands ont engagé ce long travail d'ouverture à la concurrence. Alors, il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix en France très, très forte, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que quand on prend un TER, il est déjà subventionné à 70% par la puissance publique. Et c'est pareil en Île-de-France, où le prix du transport est largement supérieur à ce qu'on paie. Supérieur à ce qu'on paie, le coût d'exploitation. Donc, il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix, il faut surtout s'attendre à 2 choses. Premièrement, il faut espérer une amélioration du service, on l'a déjà évoqué. Et deuxième chose, pour les collectivités qui financent beaucoup ce transport, un coût moindre. C'est elles qui pourraient bénéficier de l'ouverture à la concurrence avec des opérateurs qui feraient des prix moins élevés que ceux de la SNCF. Et qu'est-ce que ça leur permettrait, elles, ces autorités organisatrices, ces régions, de faire? Eh bien, de développer l'offre et de réinvestir dans des rames, dans des réseaux et dans plus de fréquences, c'est-à-dire plus de trains le matin, le soir, etc. Donc c'est ça l'avantage de la concurrence pour ces fameuses régions qui ont en charge ce sujet. Et alors justement, comment est-ce que concrètement ça s'organise, l'ouverture à la concurrence? Parce que il faut, je ne sais pas, organiser les gares, le stockage des trains, comment ça se passe? C'est très très long. Effectivement, il y a beaucoup de textes qui sont publiés pour définir les responsabilités, les périmètres, qui fait quoi? Parce qu'il faut évidemment garantir l'équité concurrentielle, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la SNCF qui soit privilégiée par rapport à un autre, ou le contraire, qu'on privilégie un opérateur plutôt qu'un autre. Donc il y a une grosse organisation pour assurer cette équité. Et puis il y a aussi beaucoup de textes qui sont relatifs à la question sociale. Parce que si vous prenez par exemple une ligne SNCF dont les personnels doivent être transférés vers le nouvel opérateur qui aura gagné un appel d'offres, eh bien il faut définir les conditions du transfert. Avec quel salaire, avec quel droit, avec quel type de contrat de prévoyance. Donc c'est tout ça qu'il faut définir et c'est pas fini. Il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été noués, mais c'est pas fini. Il faut continuer et c'est un travail de longue haleine, mais il faut aller vite parce que la concurrence là maintenant c'est très très vite. Ça commence dans les TER et ça va arriver en Île-de-France très vite. Dans 3 ans. Est-ce que c'est possible d'avoir du coup plusieurs opérateurs sur une même ligne? On serait à une station, puis on attendrait dans une gare et on aurait un train SNCF, puis un train Transdev ou autre.
A priori, ça, c'est exclu. D'accord. C'est-à-dire que le législateur a exclu donc plusieurs opérateurs sur une même ligne, parce que ça devient extrêmement complexe. En revanche, dans une gare qui dessert plusieurs lignes, là, on pourrait avoir plusieurs opérateurs. On connaît les entreprises intéressées ? Les entreprises intéressées, il y en a des françaises qui sont privées ou parapubliques, comme Transdev, une filiale de la Caisse des dépôts, ou même RATP Dev, une filiale de RATP, et étrangères. Il y a Arriva, une filiale de la Deutsche Bahn. Allemande. Il y a des Chinois, MTR, un Hongkongais réputé. Il y a des Anglais. Justement, ça pose la question de la sécurité. Est-ce qu'il y a des questions qui vont se poser ? Vous parliez de multiplication des opérateurs. Est-ce que c'est une question ? Ou alors de normes de sécurité différentes selon les pays ? Si c'était mal organisé, il pourrait y avoir des questions de sécurité. En Grande-Bretagne, on se souvient, il y a 30 ans, ils ont ouvert le réseau à la concurrence. Mais un peu n'importe comment et avec un sous-investissement dramatique sur l'infrastructure. Donc le cumul des deux, un sous-investissement sur l'infrastructure et puis des conditions mal définies de concurrence, ça avait donné des accidents extrêmement dommageables. On ne se dirige pas vers ça. En France, on se dirige vraiment vers ce qu'on appelle une concurrence bien régulée, bien organisée. Sinon, effectivement, ça pourrait donner des conditions difficiles. Oui, parce que là, le Royaume-Uni, où la concurrence, vous venez de le dire, existe depuis longtemps, vient de faire marche arrière sur certaines lignes. Le gouvernement a quasiment renationalisé certaines lignes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, du coup, pour pas que ça arrive chez nous ? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est oublier d'investir dans l'infrastructure. Ça a été oublié en Grande-Bretagne sur un certain nombre de lignes. Et deuxième chose, c'est de faire des contrats où la puissance publique ne reste pas complètement maître du cahier des charges et de la surveillance des opérateurs privés. Les opérateurs privés ne font pas ça pour les beaux yeux de la reine d'Angleterre. Ils font ça vraiment pour gagner de l'argent. Donc il faut vraiment que les contrats soient bien ficelés pour que chacun s'y retrouve. Est-ce que ça permet l'arrivée de nouveaux services, de nouvelles prestations qui n'existent pas aujourd'hui ou qui n'existent plus, je pense en partie d'ailleurs au train de nuit? C'est bien ça qui intéresse les élus régionaux, de faire en sorte que les concurrents privés proposent autre chose que la SNCF. Par exemple des services à bord, par exemple des services en gare qui ne sont pas aujourd'hui, qui sont un peu sous-estimés, en tout cas qui sont abandonnés par une partie de la SNCF. C'est donc toute une rénovation de ce qu'on appelle pompeusement l'expérience client que la concurrence pourrait aussi aborder. Et d'ailleurs, il faut bien l'avouer que la SNCF a commencé à faire parce que l'échéance de la concurrence l'oblige déjà à bouger aujourd'hui. Et donc un certain nombre d'innovations naissent aujourd'hui sur le réseau, dans des gares, dans des trains, parce que la SNCF veut justement éviter d'être ringardisée par l'arrivée de ces nouveaux opérateurs. Donc ça va faire bouger les lignes à la SNCF. Déjà, ça fait bouger les lignes et c'est déjà le premier effet de l'arrivée de la concurrence. Eh bien merci Gilles Dansart. Je rappelle que vous êtes directeur de Mobilettre, pour tout savoir avant tout le monde sur tout ce qui ressemble de loin ou de près à un train ou d'ailleurs sur tous les autres modes de transport. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient ce soir sur cette onde de choc qui secoue le milieu du sport après les révélations explosives de la patineuse Sarah Abitbol violée par son entraîneur à l'âge de 15 ans. Eh bien, ce sont toutes les disciplines qui doivent se remettre en question. Alors, est-ce vraiment la fin de l'omerta sur les violences sexuelles? Qui sont ces grands patrons des fédérations sportives? Comment sont-ils élus? Quelles sont leurs responsabilités? C'est dans l'air, c'est tout de suite Caroline Roux et ses invités qui répondent à toutes vos questions. Bonne émission à vous et moi je vous dis à demain.